y a 3 ans, le Congo vivait sa première alternance pacifique et démocratique. Le 24 janvier 2019, le jeune Kabila, moins de 50 ans, remettait les clés du pays devant les caméras du monde à son successeur. Non, que dis-je, à son pire opposant. Ces jours-là, le Congo, connu pour ses massacres, ses viols, venait d'administrer à l'Afrique centrale une meilleure leçon de démocratie parce qu'avant nous, personne d'autre n'avait fait ça. 3 ans après, est-ce qu'on avance ou on fait une marche à reculons? Sur tous les plans, évidemment, le plan démocratique, économique, environnemental, qu'est-ce qui a marché? Aujourd'hui, nous aurons le temps de faire une légère marche en arrière, revoir toute cette scène, ces joyeux étés, mais aussi ces spectacles, ces débâcles, ces déboires. Bienvenue à tous. Je vous invite, j'espère bien que vous passerez un très bon moment de télé dans cette émission spéciale dédiée au 3e anniversaire de notre indépendance. Enfin, pas de notre indépendance, de notre alternance pacifique. C'est notre histoire, il faut qu'on en parle. On va en parler avec un de ceux qui ont vécu ces moments, un de ceux qui étaient au cœur du pouvoir, qui est peut-être à l'opposition, peut-être pas trop aujourd'hui, mais qui vit, c'est pas de près, mais de loin, tout ce qui s'est fait. Jean-Marie Kassama, qui est une figure qu'on ne présente plus. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Bonne Toujours année. aussi bien portant. Oui, j'ai fait mon sport ce matin. Comme toujours. La natation. Vous avez Oui, changé. natation, marche et un peu de muscu pour conserver les muscles. On est Mais content, sinon, ça oui. va très bien. On est content de vous recevoir. On sent, ça se voit que vous êtes en grande forme et nous apprécions. On est content de vous recevoir ici pour la 2e fois. En passant, on regardait Club 50 le samedi passé, c'était chaud. Comment vous faites pour continuer à vous maintenir en dépit de la concurrence qui est rude dans ce moment? Bon, d'abord, c'est par conviction, par esprit d'excellence, mais aussi par amour du métier de ce pays. Et donc, quand on aime le Congo, on lui donne ce qu'il y a de meilleur. Quand on aime son métier, on met plus de rigueur, plus de professionnalisme. Et puis, quand on veut apprendre à la jeunesse, on met du sérieux. C'est la conjugaison de tout ça qui fait que, depuis toujours, ça fait bientôt 40 ans que nous sommes dans ce secteur, oui. Nous faisons ce travail sans regarder ce que font les autres, mais surtout en mettant en tête que le conseil m'est donné par mon père autrefois, que j'ai hâte et souvent j'ai dit à mes collaborateurs, parmi les bons, il faut être le meilleur. Et moi, j'estime que l'intelligence que mon père m'a donnée, que le bon Dieu m'a dotée, est supérieure aux autres. Et donc, je m'assume en tant que tel. Félicitations. Continuez à vous maintenir autant que possible. On vous a fait venir parce qu'on a estimé que vous êtes une des personnes ressources capables de parler avec nous autour de cette alternance. D'abord, je voudrais qu'on vous ramène un peu plus en arrière. Quand, ce soir-là, la commission électorale proclame M. Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle de 2018, vous étiez où? Est-ce que vous avez vu cela venir? Oui. Je ne vais pas ici trahir le secret d'homme d'État que je suis, j'estime être. Je vais rester au discours convenu et à ce que tout le monde sait, ou presque. On peut toujours aller au-delà. Non, je pense que quand on est un homme d'État, il y a des pans, des choses qu'on peut garder pour soi, pour la cohésion, pour une certaine stabilité de notre nation. Les études que j'ai faites, mon parcours, l'accès à certaines données que je peux avoir m'interdit de dire un certain nombre de choses. Et pour anecdote, j'étais l'un des derniers à avoir interviewé le maréchal Mobutu au Maroc. Vous l'avez rencontré au Maroc? Absolument. Lorsqu'il était parti, il était très affaibli. On est resté presque 1 heure ensemble avec ma caméra. Et l'une des phrases qu'il m'a dites est que ces images, ces données
il faut le mettre à la disposition du public parce que vous êtes un très bon journaliste 30 ans après ma mort. Ce qui fait qu'on n'a jamais vu ça. Oui, vous ne le verrez pas pour le moment. Et comme on dit, notre métier, le journaliste ne livre jamais ses sources. Et donc, ça fait partie de notre métier. Vous les gardez soigneusement. Je garderai, et c'est bien au frais. Et le maréchal qui m'a effectivement dit à cette époque-là un certain nombre de choses que je trouve qui se réalisent aujourd'hui par rapport à la nature de l'homme congolais, par rapport à l'histoire de notre pays, par rapport à ce qu'il a pu faire, par rapport... Quand il disait qu'après lui, ce sera le déluge. Et il avait raison. Et il avait raison. Et d'ailleurs, c'était comme prémonitoire, ce qu'il disait. Kabila et Refus n'ont pas réussi à remonter la pente. Kabila a remonté beaucoup de choses, mais compte tenu de pesanteurs héritées de la colonisation, pesanteurs créées durant la Deuxième République, eh bien, il y a eu des freins, pour ne pas dire des résistances, qui se sont aujourd'hui confortées, installées durablement et qui vont encore mettre en panne toute volonté de faire ressortir ce pays du carcan dans lequel il est depuis un certain temps. On revient dans cette soirée électorale. Où est-ce que j'étais? Effectivement, j'étais chez moi au Maroc, précisément à Casablanca. Et je venais de Paris 2 jours avant. J'étais parti à Paris pour, on va dire, la communication internationale. Rappelez-vous. Vous avez fait des débats. L'interview, oui. Le débat plutôt que j'ai eu avec Kamitatou, Olivier, avec les jeunes hommes... Félix Kabala, qui est ici maintenant dans la CETU du président. Effectivement, avec mon ancien collaborateur qui travaille à TV5 maintenant, qui a animé ce débat. Et Dieu sait combien, ça a été très riche. Mais en marge de ce débat, on a eu beaucoup de discussions, à la fois avec les Français, certains services français, les officiels français, les Occidentaux, etc. Je savais effectivement que la situation n'était pas celle que tout le monde savait. D'autant plus qu'il y avait une volonté dans le chef de Joseph Kabila, président de la République, de, respecter sa parole, ce qu'il a fait, parole d'officier, parole de militaire et d'un homme d'État. Il avait dit à François Soudan, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a dit à Colette Brackman, l'une des dernières interviews, et qu'il allait respecter la Constitution, qu'il n'allait pas se présenter. Et donc, les tergiversations qui ont eu lieu avec le départ d'ailleurs de G7, de Kamitatou, autour de 2016, etc. 2016-2017. Ce n'était que... Le CLC. CLC avec les Ndaïwel, tout ceci était que de manipulation des officines parce qu'ils voulaient bouffer du Kabila, tout simplement. À raison, par exemple, peut-être parce qu'on a eu quand même 2 ans d'extension. Oui, mais ces 2 ans étaient volontairement orchestrés parce que les gens voulaient que ce Congo plonge dans la déliquescence pour qu'il puisse mieux se servir. Et votre émission est bien indiquée quant à ce. La balkanisation était bien installée. Il suffisait d'une petite flamme pour que ça s'enclenche. Et Joseph Kabila, comme il avait réunifié le pays, il avait remonté la pente, il avait construit cet homme des choses, il ne voulait pas détruire ce que lui-même avait construit. Et donc, moi j'étais donc en Europe pour expliquer un peu la bonne volonté qui était ici au Congo de faire respecter cette démocratie, cette constitution congolaise. Et dans cette nuit-là, j'étais à Casablanca, j'avais parlé quelques heures auparavant avec le président Kabila et qui m'avait effectivement donné un certain nombre de paramètres, d'orientation, que j'ai senti effectivement que ce ne serait pas Chadari. Que ce ne serait pas Chadari. Et les dispositions étaient prises pour que ça se passe plutôt bien. Et moi, j'ai dormi déjà lorsque le feu qui vient de partir, président de la... Corneille Nangaa? Non, pardon, Benoît Luamba. Benoît Luamba prononça d'abord les résultats qui étaient donnés auparavant, mais surtout Benoît Luamba avait prononcé donc les résultats provisoires, sanctionnant donc la victoire de Félix Tshisekedi. Ce n'était pas quand même facile. Ce n'était pas pour moi une surprise. Pas une surprise, mais dès l'instant où vous avez reçu ces éléments, pour vous qui étiez habitué au cercle du pouvoir,
et que vous voyez le pouvoir en train de partir, dès cet instant, qu'est-ce que vous avez ressenti? Bon, écoutez, moi, j'avais quelques mois auparavant, même un an auparavant, alerté sur un certain nombre, on va dire, de nonchalances dans les chefs de ceux qui tournaient autour du président Kabila. J'avais rappelé que un pouvoir, ça se gère avec de la stratégie, avec de la bonne communication, avec des moyens qu'on doit mettre à la disposition de ceux qui travaillent pour la pérennisation du pouvoir, et que Joseph Kabila seul ne peut pas tout contenir. Malheureusement, il y a eu des gens, et ça continue d'ailleurs, l'histoire nous donne raison aujourd'hui, qui étaient dans une culture des consommations, dans la jouissance, et qui étaient dans des contradictions inutiles entre collaborateurs de Joseph Kabila. Lorsque Chadari fut déclaré dauphin, ou plutôt candidat à cette élection présidentielle, au lieu que les gens travaillent pour la victoire de Chadari, ils ont travaillé pour l'affaiblir. Pour l'affaiblir, pour s'aborder celle-là. Certains allaient faire campagne et à la fois pour eux-mêmes et non pour Chadari. Moi, j'ai fait quelques déplacements à l'intérieur du pays, je les sentais, je le voyais. Et je leur disais, vous jouez avec le feu. Parce que quand bien même vous serez député, si vous n'avez pas un de vôtres président de la République, votre mandat de député, ça ne vaut plus rien. Vous serez des larbins et vous serez au service de celui qui aura le pouvoir. Comme c'est arrivé, malheureusement. Et on a donné ce pouvoir, on va dire, d'une manière stratégique. On a donné. Oui, parce que quand vous ne travaillez pas d'une manière conséquente, vous donnez. Vous ouvrez les ouvertures. C'est comme quand vous défendez dans un match. Vous ne défendez pas correctement votre équipe, votre camp. Eh bien, ceux qui sont d'en face, ils voient des pistes d'ouverture, ils entrent. C'est pas le peuple qui a décidé de sanctionner les kabylistes? Non. Pour essayer notre courant? Non. On a parlé autrefois de la solution à la congolaise, mais il faut aussi le dire. Il y avait une certaine diabolisation artificielle de Joseph Kabila dans les chefs d'une certaine minorité, pas une majorité de Congolais. Et cette diabolisation a fonctionné pendant un temps. Et c'est ce qui a aussi énervé Joseph Kabila, pour voir que les gens pour lesquels il a donné toute sa jeunesse, il a offert, on va dire, des ouvertures, des postes, des avantages. Il s'est comporté comme des gamins, excusez-moi du peu, gâtés. Et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui se comportent encore en gamins. Pourquoi? Parce que on ne joue pas avec le pouvoir. Imaginez-vous que Félix Tshisekedi devient président de la République. Tout le reste appartient à ces gens. Je dis bien tout le reste. Et au niveau de l'Assemblée nationale, et au niveau des assemblées provinciales, et au niveau des gouvernorats, et au niveau de la territoriale. Au Sénat. J'ai dit tout le reste. Jusqu'aux mises en place dans les entreprises, dans la diplomatie, etc. Au lieu de conforter tout cela, ils se sont encore comportés comme des enfants gâtés. Ils ont tout perdu, malheureusement. Bon, pas essentiellement, mais c'est un jeu de rôle qui se fonctionne un peu dans notre pays. Mais un jeu de rôle, on vous prend au mot. Oui, c'est un jeu de rôle. On va voir. Et donc, je vous rappelle, donc, ce jour-là, j'étais au Maroc, quand on a proclamé, j'étais le premier à féliciter Félix Tshisekedi en bande passante sur Télé 50. J'ai appelé, pas lui directement, mais beaucoup de ses proches, dont Vital Kamerhe naturellement, pour le féliciter. Et tout le monde était d'accord avec moi que j'avais pris en tant que président de l'UNPC Kinshasa une bonne décision. Ça allait dans le sens de la victoire du Congo. Pas de la victoire. Vous n'étiez pas déçu? On sait que vous auriez aimé que ce soit Chadari. Non, je n'étais pas déçu. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais été l'homme du pouvoir. Vous avez pourtant vu au cœur du pouvoir. Non, je suis et je reste un homme au service de la République. De la vraie République. La vraie République, c'est les institutions, c'est le Congo en tant qu'État, en tant que nation, et puis naturellement, c'est la cause congolaise. Moi, je suis attaché à cela depuis les années Mobutu.
On m'a taxé de proche de Mobutu avec les Ramazani Baya, paix à son âme. On m'a taxé à l'époque de, pas Kabila père parce que j'étais pas sur place, mais surtout Joseph Kabila. D'ultra-kabiliste. Oui, mais non, parce que Kabila représentait la nation et une cause pour la nation. Et donc, faire des choses pour aller booster ce que faisait Kabila était booster la République démocratique du Congo. On ne sent pas la même énergie pour Félix. Mais je le fais. Si vous regardez Télé 50, vous allez voir chaque jour les activités du président de la République, ce qui est fait pour le Congo. Et des pics. Mais ça n'empêche pas le débat. Ça n'empêche pas de stigmatiser ce qui n'est pas bon pour le Congo. Je n'ai pas dit ce qui n'est pas bon pour l'homme, Félix Tshisekedi. Ce qui n'est pas bon pour le Congo. Parce que Félix Tshisekedi, il est président de la République, mais il est au service du Congo. Il passera, le Congo restera. Bien évidemment. Les hommes passent, les institutions... Le Congo est éternel. Dans votre émission, quand on regarde derrière vous, vous allez voir Kassavo, vous allez voir Mobutu, vous allez voir Mzee, vous allez voir Joseph Kabila, vous voyez Félix Tshisekedi, ce sont les hommes. Et d'ailleurs, avec ce que nous vivons aujourd'hui, cette pandémie, ça nous démontre à quel point c'est fragile, la vie d'un homme. Et donc, il ne faut pas avoir des fixations sur des hommes, il faut être attaché à la nation, faire des choses qui font grandir la nation. Et c'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que je ferai toujours. Bien voilà, Jean-Marie Kassamba dit, le Congo restera éternel, plaise à Dieu qu'il garde ses frontières, ses 2 345 410 km². Cette émission est une sorte d'émission bilan, 3 ans après la première alternance pacifique. Nous raconterons aux futures générations que nous avons vécu cet instant magique. Mais avant ça, Jean-Marie, est-ce que vous avez pensé que Shadary était l'homme qu'il fallait? Ou Kabila, sachant qu'il ne ferait pas triompher son camp, a mis un candidat pour rire qui serait battu par ses adversaires? Écoutez, moi j'ai fait un peu de la stratégie. D'ailleurs, vous savez, quand on fait de la probabilité mathématique, il faut avoir l'option haute, l'option basse, et puis l'option aléatoire. Et donc, il faut mettre autant de fer au feu. Et Joseph Kabila est un grand stratège. Il avait plusieurs cartes. Je pense, en tant que stratège, oui. Et depuis bien longtemps. Et souvent, ça fonctionne. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais quand il décide de passer le pouvoir, il se raconte que dans certains milieux, à la fois à côté de la famille ou dans certains milieux de l'armée, l'entourage, qu'il y avait de l'opposition. Comment a-t-il fait pour surmonter tout ça? Ça, c'est une question de leadership. Ceux qui se sont opposés, notamment à cette option-là, étaient peut-être pas dans l'ignorance, mais dans la peur de l'après. Étaient peut-être fébriles quant à une certaine constance stratégique de la gestion de l'impérium, au sens vrai. Qu'est-ce que ça veut dire en langage simple? Penser qu'un opposant qui prend le pouvoir, c'est la fin pour tout le monde ou pour le reste, c'est un peu réducteur. Parce que dans notre pays, personne n'a la majorité absolue pour tout faire et tout régenter. La preuve, vous voyez qu'aujourd'hui, ce sont les gens de Félix, de Kabila qui sont en majorité chez Félix Tshisekedi. Entre guillemets, parce que les gens des gens, ça n'existe pas. Ce sont les Congolais qui travaillent avec Joseph Kabila, qui aujourd'hui travaillent avec Félix Tshisekedi. Qui étaient fidèles à Kabila, qui ont rejoint Félix Tshisekedi. Et demain, ils travailleront pour quelqu'un d'autre, s'il y aura quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pour vous dire que cette peur que d'autres continuent à éprouver, non, je vais à l'union sacrée parce que j'ai envie d'être protégé, etc., c'est artificiel. Il faut tout simplement s'accrocher au principe et à notre nation, à la nation congolaise, et respecter les institutions qui sont installées, de sorte que les choses aillent dans le bon sens. Et donc, cette résistance était fondée à court terme, mais le temps a montré que, même si effectivement certains, dans les chefs de certains militaires, voulaient la culture de conservation du pouvoir coûte que coûte, ils ont été rappelés à l'ordre
pour leur dire, soyez restés au service de la République. Si au niveau de la famille, ou en famille biologique ou politique, il y avait de peur, il a été rappelé que la nation va vous protéger et les institutions sont au service de tout le monde et pas de certains. On va voir s'il n'y a pas eu de chasse à l'homme, mais en acceptant, comme certains le disent, à son corps défendant de céder le pouvoir, Joseph Kabila a-t-il cherché à se protéger lui-même, se mettre à l'abri face à la pression interne qu'il y avait? D'ailleurs, on met cette alternance au compte des catholiques, le CLC, qui était vent debout contre l'ancien président. Et d'autres racontent qu'il y aurait eu des Maroons qui auraient été postés à Brazzaville, autour de nous, pour envahir Kinshasa au cas où. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, je pense qu'il y a eu beaucoup de... Des légendes? Oui, oui, suffisamment de légendes, pour ne pas dire beaucoup d'histoires. Il y avait un peu de vrai, mais pas suffisamment. Ce qui était vrai est que la balkanisation était programmée, comme ce qui se passe en ce moment au Soudan, ou ce qui se passe en ce moment au Mali, ce qui se passe en République de Burkina Faso, par exemple. C'était proclamé. Il y avait, on va dire, quelques troupes avancées au Gabon, quelques troupes avancées au Gabon, ils sont là depuis un certain temps, mais surtout au Congo-Brazzaville, avec des tentes pour que si ça pète ici, le président, d'ailleurs, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, Alain Juppé, disait que par miracle, on ne sait pas ce qui va se passer à Kinshasa, et donc c'était programmé comme ça. Ensuite, Joseph Kabila ne s'est pas protégé lui-même. C'est la République qui protège. La loi sur les anciens présidents, c'est l'Assemblée nationale. C'est la loi aussi qui s'applique aux anciens premiers ministres, en partant de Patrice Emery Lumumba jusqu'à aujourd'hui. Tous les premiers qui sont passés, il y a une loi qui les protège, qui les juge, etc. Quand Félix Tshisekedi sera ancien président, la même loi va également le protéger. Et donc, ce n'est pas l'individu, Joseph Kabila, qui est bénéficiaire de cela. Ça, c'est de un. Et de deux. La pression qu'il y avait à l'interne, à l'externe? Cette pression était tout simplement l'orchestration des officines, en commençant par les groupes de pression au niveau international, etc., qui voyaient en ce Joseph Kabila, qui avait mis en place le code minier, qui a organisé les élections sur fonds propres, qui avait construit une certaine indépendance depuis 2010 avec une économie qui tienne, etc. Il voulait changer ce paradigme. Et donc, changer de paradigme, c'est-à-dire s'attaquer à l'auteur de tout cela. Et Kabila le savait. Et donc, il n'a pas cédé, il a fait seulement fonctionner la stratégie qui était la sienne, sans pour autant tout dire, tout exposer. C'est sa nature qui est comme ça. Il a fait éviter au pays un bain de sang. Absolument. Beaucoup voyaient le Congo basculer. Et jusqu'à aujourd'hui, ce bain de sang est évité au pays par beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Malgré les provocations. Bien évidemment. On y arrivera. Et ce n'est pas ça qui manque, les provocations. D'ailleurs, pour l'essentiel, ces provocations sont orchestrées de l'étranger. Ce n'est pas dans les chefs des Congolais. Vous savez, quand on disait à Kasavubu, révoquez Lumumba, quand il y avait une tentative de réconciliation, Kasavubu, Lumumba, Kalonji, Tshombe, c'est les Belges qui étaient derrière, les Américains via la CIA qui étaient derrière, qui disaient non, 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 c'est pas nécessaire de vous réconcilier parce qu'ils voulaient que ça pète. Et ça pétait effectivement. Vous avez vu que toutes les possibilités qu'il y avait pour que les Congolais se parlent ont été torpillées. Quand Edem Kodio arrive ici pour faire ces dialogues de l'Union africaine, combien on n'a pas envoyé des messages à Félix Tshisekedi et les gens de l'ensemble de l'époque du rassemblement de ne pas aller à ces dialogues. Et là, c'est le moment, le lieu de féliciter Vital Kamerhe, qui a dit non, mais c'est la République qui est en jeu, ce n'est pas les individus. Il est parti là-bas et Sami Badibanga est sorti de cela. Il espérait évidemment décrocher la primature, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Pas fonctionné. Je ne pense pas que Vital était accroché à tout prix à la primature. C'était plus le Congo qui l'intéressait. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. C'est l'homme qui a toujours fait un peu, je dirais, marche arrière lorsqu'il s'agit de la République. Il laisse l'impérium
comme quand il a quitté l'Assemblée nationale, comme quand il a renoncé à cette primature à l'époque de Demkodio, comme quand il a renoncé à être Premier ministre ou vice-président, quand ils ont eu le pouvoir avec Félix Tshisekedi. Il s'est contenté du cabinet du président. Et donc, je pense que il faut reconnaître à chacun son rôle joué dans l'histoire. Évidemment. Mais le 24 janvier, ces jours-là, vous étiez déjà de retour ici? Oui, je suis revenu le 20 janvier. Et puis 3 jours après, on nous a dit de nous habiller correct, d'aller au Palais de la Nation. Nous avions des cartons. J'étais très émotionné parce que en partant vers le Palais de la Nation, que je connaissais très bien, j'ai vu des jeunes gens, des Congolais habillés en blanc, aller envahir, remplir cette pelouse des Palais de la Nation avec ses tentes montées. Ils venaient de tous côtés. Je voyais là des gens qui se sont invectivés, insultés, diabolisés depuis des années. Je voyais là les anciens candidats présidents. J'ai vu Chadari assis à côté de moi, assis à côté du Caméré. J'ai vu des diplomates, j'ai vu la famille de Tshisekedi qui s'est cachée depuis des années. On ne savait pas que Tshisekedi avait autant d'enfants, avec autant de frères et sœurs. J'ai vu tout ça ces jours-là. J'ai vu la famille des Kabila souriante. Kabila lui-même qui s'est fait raser ces jours-là. Oui, parce qu'il a gardé cette barbe et cette coiffure, parce qu'il était dans le maquis. On pouvait les tuer à tout moment. Et il était prêt. Il la garde toujours, j'espère qu'il Oui, est toujours... oui, pour le moment, il a gardé ce look parce que c'était un révolutionnaire né. Mais je l'ai vu, moi, la veille. Il était d'une sérénité extraordinaire. On l'a vu détendu, décontracté ces jours-là. Il a fait son dernier message à la nation. Aussitôt après, il est parti enlever le deuil du maquis, enlever la coiffure, enlever la barbe. Et le matin, il était tout frais pour passer en revue, pour la dernière fois, cette garde républicaine au Palais de la Nation. Il n'y a pas meilleur, on va dire, geste d'honneur et de personnalité forte de voir que cette armée, ces services, cet argent, ce pouvoir, tout ceci était à lui, entre guillemets, parce que quand on a le pouvoir, on a la signature, on l'a. Oui. Eh bien, il dit, non, je vais respecter ma parole d'homme d'État, je vais respecter mon serment, protéger la constitution de la RDC qui dit, un président, ça fait 2 mandats. Pas 3. Et donc, je l'ai vu là, il a passé ses troupes en revue, il est parti s'asseoir aux côtés de Félix Tshisekedi, et la cérémonie s'est passée avec le... Vous étiez fier d'être Congolais en ce moment-là? Absolument, j'étais très émotionné parce que je me suis dit, voici la République. Ces histoires, ça ne se fait pas seulement aux États-Unis d'Amérique, en France. Ça pouvait se faire aussi en Afrique. Ça s'est fait chez moi. Congo. Et j'ai vu ça. Et j'étais autant, on va dire, émotionné parce que c'est lui qui allait prendre le pouvoir. C'est mon sang, comme entre guillemets, on a tendance à le dire maintenant. Macha Moumenou, comme on oui, le dit, oui, même oui. si c'est pas Quelqu'un très, de très chez beau. moi, de mon village, de ma famille, qui prend. Et c'est lui qui donne. C'est mon président, c'est mon meilleur ami, c'est mon frère. Les 2 fils Ilungambidi, c'est passé les flambeaux. Et tout le monde s'est congratulé. Il y a eu cet instant de sourire complice entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Le temps s'était arrêté. Oui, je me suis dit, enfin voici ce que nous devons faire, ce que nous devons conforter, ce que nous devons garder. J'ai entendu dire, Félix Tshisekedi, Monsieur le Président, Joseph Kabila. Mon frère. Merci, mon frère, merci d'avoir fait ce que vous avez fait pour notre pays. Nous allons continuer à construire. Même si la joie n'a été que de très courte durée. Et je pensais que c'était là le départ d'une réorganisation, pour ne pas dire d'une construction, une reconstruction, le renforcement de la révolution de la modernité. Tout ce qui était, on va dire, en cours devait être consolidé et continuer à être fait. La coalition de gauche, tant voulue par Kabila, il pensait que ça se mettrait en place. Je le pensais. Et vous avez vu que même les gens de l'IDPS, même les radicaux, ont dit ces jours-là, Kabila, ce que vous avez fait, merci.
On ne le croyait pas, on ne pouvait pas le savoir. Ça, je les ai comme archives. On a dit qu'il était le partenaire de l'alternance. Absolument. Le partenaire de la démocratie. Parce que le soir même, lorsque ils sont partis au fleuve Congo partager un verre, on chantait Indépendance Tchatcha de Calais, Kabila en costume simple, Tshisekedi avec l'écharpe de la République, et Kabila chantonnait Indépendance Tchatcha à côté de son frère. Leurs femmes se congratulaient derrière. Quelle beauté de la démocratie! Quelle beauté de la démocratie! C'est cela. Ça devait servir d'un point de départ. Hélas. Hélas, on s'est comporté comme en 1960. On a l'indépendance le 30 juin. On arrive à Kinshasa. Lumumba s'est laissé aller. Kasavubu s'est laissé aller. Kalonji s'est laissé aller. Et on a gâché la fête. On va tirer les leçons, Jean-Marie Kassamba. Mais en pleine cérémonie, le président a un malaise. À cet instant-là, vous vous dites quoi? J'ai eu quelques... La grosse peur oui. de votre vie. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Pourquoi? Parce que, certes, il était fatigué. Après la campagne, et il ne dormait pas beaucoup quand il était à Béatrice Hôtel. Beaucoup de gens venaient. Vous savez, nous, les Africains, lorsqu'il y a les pouvoirs, les gens pensent que tout est là-bas. Donc, la diaspora qui envahit les hôtels. Il ne dormait pas. Et il y avait cette pression. Il y avait de l'émotion. Il allait là occuper des postes, ou plutôt des fonctions, et qui sont lourdes des conséquences. Il y avait un mélange de pouvoir mystique, de pouvoir, une certaine... beaucoup de pesanteur ce jour-là. Et bien évidemment, il y a cette affaire de gilet pare-balles. Ça pèse un gilet pare-balles. Normalement, il ne devait pas porter les gilets pare-balles. Je ne voyais pas pourquoi, qui allait lui en vouloir là-bas. Il était méfiant, il se disait oui, mais ça, ce sont les courtisans qui disaient qu'un coup d'État est vite arrivé, une balle est vite arrivée, mais la balle ne prend pas seulement le torse, ça peut prendre la tête, ça peut prendre n'importe quelle partie du corps. C'est pas ça. Il n'y avait pas matière à porter les gilets pare-balles. Derrière les sourires qu'on arborait, il y avait une méfiance. Oui, mais parce que les souffleurs avaient déjà commencé. Les souffleurs. Et donc, quand il a eu le malaise, je me suis dit, ma foi... Faut pas qu'on gâche la fête. J'ai dit, ma foi, que c'est... Dites-moi que c'est pas vrai. Quand le Félix Tshisekedi prononçait ce discours, j'ai vu sa voix s'éteindre. Il a balbutié. Naturellement, c'est le cerveau. Et ma foi, on l'a entouré. J'ai vu sa femme partir là-bas. Et le président Kabila était d'un calme olympien. Et il sentait que les choses allaient bien se passer. Quand j'ai vu l'ambulance s'approcher, je me suis dit, en tout cas, qu'on ne l'amène pas à l'ambulance. Et comme par force surnaturelle, un peu quelques gestes, on va dire, de réconfort, un peu... Voilà, il est revenu à lui-même. Effectivement, il s'est remis, il a remis sa veste, etc. On a gardé le souffle. Et puis, on a contracté les discours. Effectivement, il a lu et il a terminé les discours. Et ça, j'ai aimé parce que c'est que je craignais ces jours-là. C'est que même s'il allait reprendre les esprits un peu plus tard, s'il était parti en ambulance, tous ces gens, ces doublés d'esprit, de méfiance, de complots latents, surchauffés, ils allaient brûler le palais de la nation. Les gens laissaient lyncher là-bas. La garde républicaine réagirait tout naturellement. Il y aurait eu des blessés, des victimes. Il y aurait eu suffisamment de victimes et ça n'aurait été bien. La fête allait être gâchée et ça n'était pas bien. Heureusement, il était avec nous. On a terminé cette affaire et le président Tshisekedi est parti chez lui. Joseph Kabila est également parti chez lui s'échanger. Ils sont partis se retrouver les soirs et c'était beau. C'était beau. J'étais fier moi-même aussi d'appartenir à la nation tricolore. Mais Jean-Marie Kassamba, la joie n'a été que de très courte durée parce qu'au lendemain, la politique a repris ses droits. Oui, naturellement, c'est là où il fallait, ou il faut d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de maturité dans les chefs des Congolais. Ce qui manque chez les Congolais,
c'est la culture du dépassement. C'est la réflexion sur le moyen et long terme. Je ne comprends pas que souvent nous alertons. On leur dit évitez de vivre au jour le jour, des petits calculs domestiques. Déjà, la formation du gouvernement a pris plus de 8 mois. J'ai dit les petits calculs domestiques, de penser que si j'ai un poste, donc je contrôle quelque chose. Je suis Premier ministre, je contrôle quelque chose. Je suis ministre, je contrôle quelque chose. Je suis gouverneur. Non, vous ne contrôlez rien. Parce que le pays, c'est l'ensemble. Si déjà l'ensemble est en dysfonctionnement, les maillons de cet ensemble posent problème. Il y a des gouverneurs, comme Mouyej en son temps, comme Mbadou à son temps, comme Kaboula aujourd'hui, ou Fifi Masuka, qui aujourd'hui a remplacé Mouyej, ont de bonnes volontés pour faire. Mais regardez la Bérésina dans d'autres provinces. Ce qui fait que l'ensemble tangue. Et les Congolais, malheureusement, au lieu, ces jours-là, les forces de progrès des gauches, comme disait Joseph Kabila, se mettent ensemble, disent, voilà, il y a un fils Tshisekedi au pouvoir, il y a un fils Kabila qui est aujourd'hui ancien président, mais qui garde la majorité de pouvoir. Ceux-ci se mettent ensemble pour gouverner et construire le pays. Les officines ont commencé à travailler. Ici ou ailleurs? Ailleurs surtout, mais ici, ce sont des relais. Okay. Des petites mains qui, quand Bruxelles disait « Non, 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 c'est une alliance de mauvais goût contre nature », les relais fonctionnaient ici. Quand Macron dit « Tshisekedi doit s'émanciper de Kabila ». Les petites mains relais. Quand Herman Cohen dit « Non, 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 c'est pas bon ». Dans 2 ans, ce sera, vous ne parlerez plus de le Kabila. relais suivent. Et de part et d'autre, ce relais alimente cela. On vient chez Joseph Kabila pour dire attention, Tshisekedi est en train de préparer des coups pour vous éliminer. Il faut vraiment qu'on puisse couper cette relation pour qu'on soit en cohabitation. Comme ça, on va pouvoir bien le gérer. On va chez Tshisekedi pour dire non, vous voyez, on vous traite comme un placebo. Et donc, vous n'êtes rien. Là-bas, on vous prend pour un président des façades. Il faut vous affirmer. Il ne peut pas y avoir deux rois dans une même cour. Absolument. Et c'est de là où... Et ça a fonctionné. Bien évidemment, ça a fonctionné parce que, excusez-moi du terme, les petites mains, qui sont en réalité des esprits très limités, ont répété ces discours-là. Et beaucoup continuent à répéter ces discours. Il y en a qui viennent soutirer de l'argent à nos dirigeants pour dire nous avons les informations de première main. Quand Kabila est parti en Afrique du Sud, il a rencontré des généraux, il a acheté des armes. Il faut vraiment trouver des solutions. Ils cherchent quoi, ces gens? Ils cherchent que ça capote, que ça se tire dessus. On vous divise, on vous affaiblit. Entre-temps, vous n'avez pas le temps de gouverner. Entre-temps, vous n'avez pas le temps de vous concentrer sur l'essentiel. C'est comme en ce moment, Kabound, il dépêche Kabound. Mais on ne regarde pas les jeux de la francophonie, où est-ce qu'on en est. On ne regarde pas nos policiers ou nos militaires qu'on doit entretenir et renforcer. On ne regarde pas les enseignants. On ne regarde pas tout ceci. Des projets lancés qui n'avancent pas. En parlant des militaires, un de la garde républicaine, visiblement en état d'ébriété, a tiré hier, avant-hier, c'était le samedi, à bout portant, entre la Banque centrale et la primature, sur un homme. Un conducteur de la famille Kisolokele, monsieur est mort sur les champs. Mais Jean-Marie Kassambo, pour revenir à notre émission, est-ce que le problème n'était pas aussi en partie ceux du FCC qui étaient nostalgiques, qui ont continué à penser qu'ils avaient tous les pouvoirs pendant qu'ils n'en avaient plus qu'une partie? C'était la petitesse d'esprit, excusez-moi du peu. Je vous ai parlé de la nonchalance. Je vous ai parlé du comportement des enfants gâtés qui pensaient que Joseph Kabila avait tout fait pour eux et avait tout donné pour eux et qui devaient jouir de tout cela ad vitam aeternam et que
ils ne peuvent pas partager tout cela avec quiconque. Lorsqu'il y avait ces groupes de contacts entre FCC et Cash qui se voyaient assez régulièrement, ces gens-là ne partaient pas là-bas pour les intérêts de la République. Ils partaient là-bas pour leurs propres intérêts. Maintenir le leur qui était notamment dans les entreprises, qui leur renvoyaient des prébendes à chaque fois. Quand il s'agissait par exemple de faire les mises en place dans les entreprises, ils stoppaient ça. Rappelez-vous les deux ordonnances. À la Checamine, à la SNCC. Qui ont pris autant de temps inutilement. On dit que le président n'avait pas consulté le gouvernement. Enfin, il n'a pas eu le échange, président reste débat. Le président. Alors aujourd'hui, toutes les mises en place qui s'est fait ici maintenant, c'est au détriment de qui? Et tous ces gens de l'IFCC qui s'étaient opposés à la fois au président de la République, qui a, on va dire, la largesse de faire de la gouvernance ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils vont maintenant aller s'agenouiller là-bas pour peu de résultats. Il aurait fallu laisser le président de la République jouir de ses prérogatives constitutionnelles. Le respecter tout simplement. Et ça, on ne l'a pas compris. N'est pas le menacer de procès à la Cour constitutionnelle, inutilement. Quand on a dit, par exemple, que Yémé a appelé. Oui, mais ça, ce sont des réflexions qui énervent inutilement. Qui énervent inutilement. Et moi, je les redisais toujours, quand vous allez dans ces consultations, écouter, discuter, privilégier la République. Il ne faut pas faire du juridisme, on va dire, à tout va. Mais si tout allait mal, si les gens de Tshisekedi ne respectaient pas les règles, vous ne voulez pas qu'on leur rappelle quand même? Non, il faut travailler sur une certaine... Imaginez, si tous ces gens qui allaient là-bas venaient faire rapport au président Kabila assez régulièrement, et en face, les Kabound, les Kabou et les autres qui étaient auprès du président Tshisekedi faisaient rapport aussi, mais avec comme mot d'ordre privilégier l'intérêt de la République démocratique du Congo, privilégier la paix et la constance. Ne pas écouter les officines qui racontent des histoires. Ça allait de l'avant. Mais quand vous faites une réunion, lorsqu'on dit on doit faire maintenant les mises en place, ah non, 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 on doit aller consulter l'autorité morale. Mais ce n'est pas l'autorité morale qui a la signature de la RDC, il y a un président. On a continué à penser que Kabila était légal, l'alter ego. Non. Et d'ailleurs, Kabila lui-même, lorsqu'il a cédé les oripeaux du pouvoir, il a dit à tout le monde, en commençant par sa propre garde, je vous mets à la disposition du président, allez le servir et le respecter en tant que tel. Quand il réunissait les gens du FCC, j'ai participé plus d'une fois à ces genres de réunions, il leur disait, en RDC, il n'y a qu'un seul président qui s'appelle Félix Tshisekedi, vous devez l'accompagner et l'aider. Et d'ailleurs, à une des rencontres, j'étais aux toilettes, vous étiez là vous aussi, je l'ai entendu dire que cette coalition est le socle de la stabilité du pays. Bien évidemment, bien évidemment. Et donc, ceux qui s'agitent aujourd'hui, qui vont, voilà, j'adhère à l'Union sacrée, etc., c'était les ténors de cette FCC. C'était parmi ceux qui militaient pour que ça casse. Qui agitaient sans savoir, procès, bien évidemment, en destitution du président. Et aujourd'hui, moi, ça me fait souvent rire de voir des gens qui disaient Raïs ou rien, Raïs, et qui aujourd'hui commencent à dire Fatou Béton. On va parler bilan. Et à croire que Fatou Béton croit ce qu'ils sont en train de dire. Moi, je ne pense pas. Ah, j'espère bien, moi aussi. Je ne pense pas qu'il ne croit pas. Il n'est pas aussi naïf que ça. C'est quelqu'un qui a vécu avec un papa qui a connu beaucoup de trahisons, beaucoup de défections, depuis Marcel Liaou, en passant par Kibasa Maliba, etc., jusqu'à Mavung ici. Et donc, les trahisons, les Tshisekedi les connaissent. On espère que cette transhumance ne l'arrange pas, pardon. On espère bien, mais sinon, on va le voir dans les ça ne peut l'arranger que... On a encore quelques minutes maintenant pour parler bilan, 3 ans après. Tout commence d'abord avec le programme 100 jours. Le gouvernement est là, on ne l'associe pas. Le président se retrouve avec ses partisans et quelques-uns de ses proches. Autour de l'échangeur délimité, il lance un programme dit de 100 jours. Vaste,
ambitieux, avec beaucoup de choses à faire, qui au finish ne seront peut-être pas réalisés, non, avec le temps. Vous vous dites que le départ est très mauvais. C'était la première erreur. Pourquoi? Moi, j'y étais. Ouais. D'ailleurs, il y a eu l'anecdote de toi. Ouais. Ce Ah oui, jour-là. on l'a vu dans les images, Oui, comment oui, ils vous... c'était ça. Mais Ouais. ça, on s'est taquiné en tant que fils des Kabeka, naturellement. C'était la première erreur. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, Vital Kamerhe était quelqu'un qui maîtrisait l'administration et les rouages du pouvoir. Les petits bras, pour ne pas dire les petites voix, qui avaient commencé à travailler pour saper cette coalition, sont partis raconter au président Tshisekedi, en attendant que votre gouvernement de coalition, ou plutôt, oui, des coalitions, se mettent ensemble, il faut que vous marquez votre temps. Il faut que les gens voient ce que vous êtes capable de faire, sans compter sur les textes de la République. Comment on gère les fonds de l'État, comment on engage les projets de construction, de reconstruction d'un pays, comment on... Donc, on a bypassé tout ça. Oui, c'est-à-dire que les petites voix dont je vous parle ont triomphé sur la logique des choses. Et le président Tshisekedi, ça c'est vraiment à son compte, n'a pas pu prendre des précautions pour anticiper sur la prédation de nos compatriotes. La culture de prédation, de la jouissance. Lorsque vous mettez du miel sur la table et que vous n'entourez pas ce miel avec de la protection, les Congolais se servent et se servent assez rapidement. Il dit advienne que pourra. C'est ce qui s'est passé avec le projet 100 jours. L'affaire a fini en prison. Il n'y a pas seulement ce qu'on a reproché à Vital Kamerhe dans ce projet 100 jours. Il y a beaucoup d'autres projets qui entrent en ligne de compte, qui n'ont jamais été épinglés et dans lesquels il y a de l'argent. Et l'argent déjà sorti des caissés. Absolument. Et donc, il aurait fallu ne pas faire ça. Ça s'est passé. Il fallait arrêter là l'hémorragie. Attendre que le gouvernement légitime arrive, commence à engager l'État et verrouiller pour qu'il n'y ait pas de fuite. Malheureusement, il y a eu des successions de mise en place des choses qui faisaient que la norme était torpillée et les petites voix continuaient à dire non, 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 ce qu'on est en train de faire c'est bien, non, non, non. Mais l'arrestation des Kamerhe, sa condamnation était une bonne leçon donnée à ceux qui pouvaient être tentés aussi de faire la même chose. Non, c'était un symbole que le président Tshisekedi voulait donner pour, on va dire, susciter une certaine respectabilité. Mais c'est sans compter avec ce qu'il y a eu déjà comme dégâts collatéraux. Même après. Bien évidemment, c'est pour ça que je vous ai dit que la première erreur, il aurait fallu stopper tout de suite. Mais vous avez vu qu'on a encore donné des idées derrière. Il faut créer des agences. Ouais. Il faut mettre en place un certain nombre de conseillers, représentants personnels, conseillers spéciaux, envoyés spéciaux. Chercher à contourner le gouvernement? Oui, c'est-à-dire que ce sont les gens qui, entre guillemets, lui expliquaient que pour marquer son temps, il faut avoir les gens, ses propres gens. Il faut faire ses propres projets, les contrôler soi-même, les piloter soi-même, les gérer soi-même, pour montrer qu'on est là pour s'imposer. Or, la République, ce n'est pas ça. La République, c'est la conjugaison des efforts au niveau national, au niveau provincial, et vous laissez les mécanismes de contrôle entrer en action. Regardez le seul service qui fonctionne dans la dissuasion, ça crée un tout petit peu de résultats. L'IGF. Bon, dont on n'entend plus, hein, depuis un temps, l'IGF qui dit par exemple qu'en 2021, il y a eu plus de détournements qu'avant. C'est pour cela que l'IGF, qui a de bonnes intentions, constate que la culture de la consommation, de la jouissance, l'emporte sur le reste. Et l'IGF risque d'être bouffé également par cette prééminence de la culture des jouissances. Le président Tshisekedi lui-même s'est déclaré à un moment donné impuissant par rapport
à l'ampleur de la corruption. Oui. À tous les niveaux. Dans tous Il les a dit, milieux. mais je ne savais pas que c'était comme ça. Et c'est pour ça que parfois, les phrases de trop, du genre Mboké Koufa, c'est par rapport au constat, parce qu'il a beaucoup d'informations, lui. C'est par exemple, quand il voit dans l'armée les surplus, on donne les moyens à nos services pour faire un certain nombre de choses. L'argent reste à Kinshasa, et les vivres, etc. Tout ceci fait que son côté humain, son côté révolté, son côté homme de bon sens, qui, à l'époque de son papa, quand il était dans l'opposition, il lui donnait un certain nombre de choses, son côté-là revient. Même si maintenant, il a une autre casquette. Pensez-vous que l'arrestation des Camérés a un tout petit peu participé à la fragilisation du président, ou qu'il aurait peut-être... Caméré aurait été indispensable dans la rupture FCC-Cash, qu'il aurait peut-être joué avec ses conseils? Caméré ne voulait pas cette rupture. Pourquoi? Parce que Caméré sait que cette rupture, il a contribué aussi pour qu'elle existe. Hein. Oui. Je ne vais pas entrer dans le détail. Mais Caméré... Contribué pour la rupture ou pour la consolidation, la formation de la coalition? Lui, il était pour la consolidation. Ah, ok. Il tempérait beaucoup. Il rencontrait le président Kabila. Rappelez-vous que l'une des dernières rencontres Tshisekedi Kabila, c'est Caméré qui a fait le compte rendu. C'est pour vous dire qu'il savait que c'était indispensable et très important. Il a même dit les deux leaders. Il savait. Mais les petites mains l'ont emporté ponctuellement par rapport à Caméré parce qu'il soufflait beaucoup au président Tshisekedi et beaucoup galvanisé aussi du côté des Kabila. Attention, c'est le non-retour, on va... Voilà, les petites voix dont je vous parle, le relais, les coups de fil extérieurs. Il faisait aussi face à la grogne à l'interne. Oui, mais parce qu'effectivement, c'était tout cela. Et donc, l'arrestation des Camérés a précipité. Okay. Et on a diabolisé les gens des Camérés qui sont restés au cabinet. On a voulu, on va dire, s'accaparer du contrôle effectif et de la justice et de l'ensemble des choses. Ça fait que le paradigme a bougé et ça nous a donné ce que nous a donné. Et le président qui enchaîne des voyages pour chercher des investisseurs, restaurer notre diplomatie, sortir le pays, disait-il, du gouffre dans lequel il était, de l'isolement. Je ne sais pas si c'était le cas. Ça aussi, c'est important à ce moment-là. Un président, ça doit voyager. Bien évidemment, la diplomatie, c'est un domaine de collaboration avec le Premier ministre, mais en général, c'est lui qui voyage, c'est le ministre des Affaires étrangères. Nos ambassades sont là pour faire ce travail. Il y a les émissaires du président qui peuvent aller. Le président peut envoyer ce qu'on appelle les envoyés spéciaux, les ambassadeurs itinérants, etc. Il a fait, lui tout seul, plus de 120, 129. Le fait de laisser le président partir tout le temps, alors que nous sommes dans un pays post-conflit, alors qu'on n'a pas encore consolidé à l'intérieur du pays ce qu'on appelle le cadre macroéconomique pour que les doing business attirent suffisamment d'investisseurs, c'était une faute stratégique. Parce que vous pouvez partir, vous rencontrez des gens qui sont armés de bonne volonté et vous posent des questions basiques. Votre pays est coté comment dans les doing business? Est-ce qu'il y a la sécurité des investissements? Est-ce qu'il y a la main-d'œuvre sur place? Comment on protège les investissements? Ceux qui sont déjà là-bas, comment ça marche? Beaucoup vont venir en voyage de prospection. Ils vont tâter le terrain. Ils vont se renseigner. Ils vont faire ce qu'on appelle de l'intelligence économique via leurs ambassades. Et quand il y a des notes, des cotations de pays, et oui, quand vous allez venir au pays, voilà comment vous allez faire au niveau du patronat, au niveau de l'administration. Et c'est sur base de ces analyses-là que les gens investissent dans le pays. Et comme ils ne sont pas venus, on pourrait dire que notre cote était plutôt négative. Absolument. Certains étaient même venus. Du mois de janvier jusqu'au mois de mars-avril, les hôtels ici étaient pleins. Y compris de la diaspora. Certains étaient venus pour investir, certains étaient venus avec des gens qu'ils ont accompagnés, etc. Mais quand ils ont regardé les doing business local,
Et la culture de la prédation de nouveaux venus a fait que, avant de faire un rendez-vous, il faut graisser la patte. Avant qu'on lise votre projet, il faut dire où est ma part. On doit créer des sociétés dans lesquelles moi je suis partenaire, etc. Ça fait que ça a découragé à la fois les investisseurs congolais et les étrangers. Et les voyages du président ont certes été des contacts, des premiers contacts avec l'extérieur, mais beaucoup se sont limités au MOU. MOU, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les accords de principe. Mais rien de concret. Qui ne génèrent pas, en quelque sorte, les retombées effectives. Il y a eu beaucoup de gens qui ont signé des accords de principe avec nous, et ces accords de principe n'ont pas donné grand-chose. Et c'est là où nous sommes. Il y a Kabila qui entre en scène, dégarni de sa garde rapprochée, on dit c'est ce que veut la Constitution, et qui perd sa majorité. Certains de ses proches sont traqués. Mabunda tombe dans les conditions que nous connaissons. Tambwe Mwamba, n'en parlons pas. On ne sait toujours pas s'il est revenu à l'étranger. Il est toujours à l'étranger. Tout est allé vite. Et si vite. Oui, mais enfin, tout n'est pas allé aussi vite et tout n'est pas aussi mouvant comme on pense. C'est pas parce que quelqu'un fait une déclaration d'allégeance qu'il croit en ce qu'il dit. Tout ceci est temporaire. Comment quoi, au contraire? Tout ceci est aléatoire. Et pour preuve, dans le chef de ceux qui ont fait la transhumance, il y a beaucoup de déçus qui, la nuit, continuent à appeler Joseph Kabila, continuent à faire rapport à Joseph Kabila, continuent à dire que, d'ailleurs, Joseph Kabila nous a envoyés là-bas, continuent à dire, c'est lui qui nous avait dit que vous n'avez qu'un seul président à servir, qu'on continue d'être FCC, qu'on continue d'être PPRD, que nous sommes que une mouvance au sein de l'Union sacrée, mais en réalité, nous gardons notre autorité morale, etc. C'est aléatoire tout ceci, c'est mouvant. Moi, je ne crois pas à des convictions. Si vous prenez les Lumumbi, c'est des premières heures. Si vous prenez, allez, ce qui était avec Mzee dans le PRP, ou encore l'IDPS pur sucre, tous les restes, ce sont, excusez-moi du terme, c'est que Tshisekedi disait lui-même, Étienne, du vagabondage politique. Et qui peut tourner à tout moment. On fait une déclaration le matin, on fait une contre-déclaration le soir. Vous voulez dire que Kabila peut encore récupérer ces ouailles qui ont traversé? J'ai dit beaucoup tournent autour de Kabila. Beaucoup. Même ceux qui se disent la journée, on est union sacrée, mais beaucoup tournent autour de Kabila. Beaucoup. Est-ce qu'il a été poussé à l'exil, Joseph? Il ne peut pas aller en exil parce que ce n'est pas sa culture. Y a-t-il été poussé? À un moment donné, on sentait que les choses se corsaient un peu. Oui, mais ça, ce sont les petites mains et les officines. Mike Hammer qui voulaient le faire. À la manœuvre. Entre autres. Mais pour aller à l'exil, il faut avoir un esprit faible. Kabila n'en a pas. Non. Pour aller en exil, il faut vouloir du mal de votre pays. Kabila, il est congolais. Il a gouverné le Congo, militairement et civilement. Il a investi dans son pays, il vit dans son pays. Je pense, comme Kadhafi, il n'a que ce pays comme patrimoine. Mais il se sentait traqué à un certain moment. Kabila est traqué depuis qu'il est né. Pas seulement aujourd'hui. Ce sont les enfants qui sont nés en clandestinité, dans le maquis, qui ont changé de nom autant de fois, d'habitation autant de fois, qui ont toujours vécu en se cachant, en se camouflant. Ils sont revenus conquérir le pouvoir dans l'adversité, en faisant la guerre. Il a vécu, d'abord il a accédé au pouvoir parce que son père a été tué. Et lui-même, à part quelques années de repos, c'est un homme traqué. Traqué parce qu'il ne faisait plus depuis 2010 les diktats des impérialistes. Il a voulu travailler depuis 2015 pour son pays, organiser les élections tout seul, changer le code minier. C'est un homme qui était toujours dans le viseur. Il continue d'être dans le viseur. À un moment donné, le président Tshisekedi avait-il accédé à cette pression? Aurait-il souhaité que Kabila se rende Pour son compte, Félix Tshisekedi reste un nationaliste, comme son père.
Et Dieu sait combien il a eu de pression. Et il n'a pas cédé aux sirènes de ceux qui voulaient voir Kabila, soit derrière le barreau. J'ai dit, et ça, il faut saluer le courage de Félix Tshisekedi et sa détermination à ne pas céder à la soupape. Parce que lui-même le sait, le Congo, comme ça a été le cas de son père, rappelez-vous, Étienne Tshisekedi n'a jamais été en exil, il est resté ici. Et il est mort d'une mort naturelle. Mobutu ne l'a pas tué, les deux Kabila ne l'ont pas tué. À un moment donné, les Rwandais menaçaient la vie d'Étienne Tshisekedi. Et ben, Kabila père est parti les cacher chez nous là-bas à Kamanga. C'était ça la vérité. À un moment donné, il était menacé à Kinshasa ici. Kabila fils a mis les gardes autour de Félix Tshisekedi, d'Étienne Tshisekedi, pardon, à l'imiter. Il ne l'a pas placé en résidence surveillée. Non, c'était pour sa protection, parce que certains même de ses propres amis qui disaient à Étienne Tshisekedi le jour où on est des amis, étaient pour son élimination. Et Kabila l'a protégé quant à ceux. Et je pense que c'est le travail que Félix Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui. Il connaît ce qui est essentiel, ce qui est bon pour la stabilité de notre pays. 3 ans après, quelle note vous donnerez à Félix Tshisekedi sur 10 par rapport à la gestion, tous ces projets? Non, je m'interdis de lui donner la note parce que, d'abord, l'administration présidentielle, ce n'est pas le fait du Félix Tshisekedi, c'est le fait des collaborateurs. Joseph Kabila avait alerté à son temps qu'il avait besoin suffisamment de gens qui peuvent l'accompagner dans sa vision. Il a manqué 15, en fait. Bon, 15, c'était symbolique, on ne gère pas avec 15 personnes. Ok. Il disait, il me manque même 15, Je n'ai pas 15. Moi, la question que je me pose, et je me suis toujours posée depuis un certain temps, si Kabila n'avait pas 15, Tshisekedi en manque combien? Parce qu'il s'avère que chaque jour qui passe, même sur ceux qu'il pouvait compter pour réaliser un début de quelque chose, ce sont ceux-là qui, on va dire, s'évertuent dans les scandales. En commençant par son propre parti. L'UDPS. Ensuite, en passant par ses propres conseillers stratégiques. Soi-disant, entre guillemets, son directeur de cabinet a été en prison pour corruption. Et c'est lui qui est en place, l'UDPS, là-bas, dit qu'il serait impliqué dans le vol. Avec, et donc, ça c'est ce qu'ils disent, mais... C'est l'UDPS qui dit. Ça reste à prouver. Okay. Donc c'est pour dire que s'il y a un homme qui est seul, et moi je le vois comment il se bat comme un diable, Félix Tshisekedi. Tshisekedi est seul. Oui, ça je peux le dire. Mais pourquoi est-ce qu'il ne change pas la cour? Mais on ne va pas on va pas effacer les tableaux pour le plaisir d'effacer les tableaux. Il doit sanctionner quand même, il ne le fait pas non plus. Mais c'est ce qu'on disait à Joseph Kabila en son temps. Kabila ne sanctionne pas, c'est l'impunité, c'est le régime des hommes forts. Ben aujourd'hui, on pose la même question. Hein. Quelqu'un m'a dit dans une émission dont vous avez fait mention tout à l'heure, Kabound n'est pas n'importe qui. Il y avait un ministre de la Santé qui a fait quelques jours en prison, il est sorti. Il y avait un conseiller qui a fait quelques jours en prison, il est sorti. Et donc, ces côtés de manque des piliers sur lesquels le pouvoir est assis posent problème. Et ça affecte le bilan du président. Bien évidemment. 3 ans après? Bien évidemment. Mais il y a beaucoup de talents isolés. Et même étouffés. Oui. Et d'ailleurs, dans notre pays, comme on n'a pas la culture de l'intelligence, on ne magnifie pas l'intelligence et les hommes qui brillent. Lorsque tu brilles, dans l'entourage du chef de l'État, tu es l'objet des critiques, l'objet des menaces, l'objet des complots. Parce que les souffleurs, les petites voix dont je vous parle, eh ben, ils relaient la médiocrité. Et Félix Tshisekedi doit être un homme seul, souvent dans la prise des grandes décisions. Et c'est pour ça que j'ai dit, à un moment donné, il faut un sursaut. Un sursaut d'orgueil. Vous savez, souvent on disait Kabila, non, mais à un moment donné, il ne tenait plus des conseils des ministres. Mais parce que vous tenez des conseils des ministres, pendant que vous êtes en train de parler, il y en a qui enregistrent les conseils des ministres et qui envoient dans les officines. Aujourd'hui, on enregistre même
ou plutôt on publie même les documents, les éléments stratégiques d'un pays. Tout est sur la toile. Mais c'est pendant cette période où avant que quelqu'un soit convoqué, on voit déjà la convocation de la justice dans les réseaux sociaux. On voit les correspondances dans les réseaux sociaux entre les institutions de la République. Est-ce que vous êtes déçu, Jean-Marie? Non, je ne suis pas déçu, je suis angoissé. De la gestion de l'UDPS? Je suis angoissé pour mon pays. Parce que lorsque il y a, pendant un temps, des animateurs à la tête de votre pays, ces animateurs prennent des décisions qui affectent tout le monde. Et si vous n'êtes pas indigné, comme disait un ancien philosophe français, il faut le rappeler, qu'il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est qu'un pays fonctionne avec les principes élémentaires. Le texte, la procédure et la bonne image du pays. Quand tout allait mal, à un moment donné, on a dit que c'était les kabylistes, c'était Kabila ou le FCC. Maintenant que le président a le total contrôle du pouvoir, on sent que c'est même pire. Pourquoi? Parce que la politique de bouc émissaire, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne que quand vous êtes hors les institutions. Là, vous pouvez à la fois invectiver ceux qui ont la signature. Vous pouvez même dire que si vous allez être à la place, vous ferez mieux que ça. Et quand le FCC est en coalition avec le cash, c'était supposé que c'était le FCC qui avait la signature. On disait le ministre des Finances. Le Premier ministre? Oui, d'abord on disait même le ministre des Finances. Scellé. Il est contre le président, il est contre la gratuité, il est contre. Pourtant, le ministre des Finances ne fait que ce que le ministre du Budget a prévu. Ne dépense que ce qui est dans le compte. Aujourd'hui, quand on dit Kazadi, il n'est pas bon, ce n'est pas Kazadi qui n'est pas bon. C'est les finances publiques qui ne sont pas disponibles. Kazadi ne peut payer que ce qu'il y a. Et en termes de priorités qui sont édictées. Et donc, quand on disait que c'était les gens du FCC, non. Je vous ai parlé de la culture de la jouissance et de la prédation, qui n'a pas de couleur politique, qui n'a pas d'appartenance non plus. Et cette culture, elle est générale. Ce n'est pas dans les chefs des dirigeants, c'est dans les chefs de tout Congolais. L'UDPS nous promettait quand même aux merveilles, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils nous imposent notamment la taxe RAM. En définitive, Jean-Marie Kassama, vous vous dites qu'il est important que l'UDPS arrive au pouvoir un jour pour qu'on assiste finalement à tout ça. Moi, j'ai beaucoup rêvé de ça. Vous savez, à titre personnel, j'avais des collaborateurs qui étaient chez moi. Certains, quand ils ont commencé à revendiquer, ils ont dit, oui, on est bon, on est excellent, etc. On fait des choses. Et je leur ai donné la possibilité de prouver de quoi ils étaient capables. 2 ans ou 3 ans après, le peuple fait le bilan. Et c'est la même chose que l'UDPS. Pendant 30 ans, on a fait croire que si l'UDPS avait le pouvoir, c'était le progrès social, c'était la paix, c'était la justice. L'insécurité prendrait fin. D'abord, l'état des droits. Oui, le respect des textes. Oui. Et c'était dans la tête de tout Congolais. Mais j'ai vu que la culture de la jouissance, de la consommation, de la prédation, ancrée dans chaque Congolais, n'a pas épargné l'UDPS. Et maintenant, le peuple, lui et lui seul, au sens large du terme, il y a quand même des gens épris de paix et de justice qui se rendent compte que les légendes ne fonctionnent que quand elles ne sont pas vécues. Que les discours, oui, l'anticabilisme... Comme dit Félix Oisé, quoi. Bétandé. Vous êtes musicien? Bétandé. Et ce que Bétik et Simbi, là on va dire, comme on dit, on reconnaît les vrais maçons au pied du mur. Et quand on voit le mur, on dit, un maçon est passé par ici. C'est cela où nous sommes. Et d'ailleurs, on a commencé à déchanter, la population déchante maintenant. Ben, je pense que l'espoir... c'est un secret pour personne que... Ce que j'ai constaté, moi, que
les gens qui défendent Mm. le pouvoir sont minoritaires par rapport à ceux qui Les critiques. qui disent des choses qui ne fonctionnent pas. Critiquer, c'est une chose, mais dire des choses qui ne fonctionnent pas est une autre. J'aurais voulu que chaque chose qui est reprochée soit démentie par le contraire. Moi, j'avais donné un conseil sur un des exemples simples. Les bus qu'on met à la disposition aujourd'hui de nos étudiants. Moi, je suis enseignant à l'université, dans les études supérieures ici. L'initiative est louable d'alléger les étudiants qui souffrent pour les transports. Mais quand on crée une compagnie qui doit alléger les étudiants, on doit se poser les questions d'entrepreneuriat de base. Un, on doit évaluer d'abord le besoin, pour ne pas dire la demande. On a combien d'étudiants installés dans combien de villes, qui font quel trajet, qui ont quel pouvoir d'achat. Ensuite, cette compagnie qu'on va la mettre en place, et sera gérée comment, avec quel carburant, quel mécanicien, quelle pièce de réchange, à quelle fréquence, et le produit qu'on va vendre à ces étudiants sera subventionné par quel budget. Si vous prenez un échantillon de bus, vous mettez en circulation, par exemple à Kinshasa, quels sont les étudiants qui sont habilités à monter? Pour quel trajet? Le matin ou l'après-midi? La carte, est-ce que le lecteur qui est dans ce bus, est-ce qu'informatiquement, il est relié à quelque chose ou c'est quelque chose pour dire seulement que valable ou pas valable? Et quand on valide ça, on met en circulation et que quelques mois après, il y a des dysfonctionnements, ça dessert celui qui a initié, pour ne pas dire celui qui a fait les dons ou celui qui a proposé. C'est le chef de l'État. Et donc, quand vous êtes un conseiller stratégique du président, lorsqu'il y a ce type d'initiative, il faut toujours raisonner par l'absurde. Les études de faisabilité, absolument, tout ça. C'est valable pour les chinchards, c'est valable pour la réduction de prix de vol pour l'intérieur du pays. La gratuité de l'enseignement. C'est valable pour la quantité d'enseignement. Et donc, quand vous me demandez de faire la note, c'est en fonction de ce qui est fait par qui, pour quel résultat. C'est tout. Et pourquoi vous ne voulez pas le côté? Parce qu'il n'a pas encore terminé le temps nécessaire. Mais en 3 ans, il est en deçà de la moyenne. Bon, moi je suis enseignant. Un enseignant voit toujours la satisfaction. Vous savez, le marketing, la définition, c'est que c'est un état d'esprit, le marketing, qui consiste à la recherche de la satisfaction des besoins des consommateurs, moyennant des études quantitatives et qualitatives. Moi, quand j'ai fait les études quantitatives sur le mandat du président, en se posant la question, combien de Congolais aujourd'hui mangent à leur faim? Les fonctionnaires sont bien payés. Ils sont où? À quel rythme? Ça, c'est études quantitatives. Quand je fais les études qualitatives, j'ai fait un comparatif entre ce que les Congolais étaient pendant la période de Kabila, d'abord de Mobutu, de Kabila et du président Tshisekedi. Et je pose la question, pourquoi ne sont-ils pas contents? Le marketing me répond. Lorsque le besoin n'est pas satisfait, il faut rectifier les tirs pour la fidélisation du client. Parce que les clients du président Félix Tshisekedi, c'est le peuple. Le petit peuple. Ce ne sont pas les courtisans, le petit peuple. S'il y avait élection aujourd'hui, Jean-Marie, Félix Tshisekedi gagnerait-il un deuxième bail? Dernière question pour aujourd'hui. Écoutez, on va d'abord au deuxième bail lorsque on a satisfait le premier. Et ensuite, vous allez demander les quitus en concurrence avec d'autres challengers. Si on avait élection aujourd'hui, c'est 24 d'abord, c'est improbable qu'on puisse avoir les élections en 2023. Je dis, si on avait élection aujourd'hui. Ça sera compliqué. Qui ne passerait pas. Extrêmement compliqué. L'émission est finie. Je vous en prie. Merci à vous tous d'avoir regardé. Salut.